Quand on pense au cybercrime, on imagine tout de suite des lignes de code hyper complexes, des serveurs ultra sécurisés. Mais en fait, la réalité, elle est bien plus simple. Et surtout, bien plus humaine. Vous savez, les hackers ne ciblent pas que les machines, ils ciblent nos émotions, nos peurs, notre confiance. Pour vraiment se protéger, il faut d'abord entrer dans leur tête et comprendre leur manuel. Alors, la question se pose, quelle est la plus grande faille de sécurité dans n'importe quel système? Oubliez un instant les logiciels compliqués ou les pare-feux sophistiqués. Non, la vulnérabilité que les hackers exploitent en priorité, elle est beaucoup, beaucoup plus simple et bien plus proche qu'on ne le pense. Et oui, c'est nous, l'être humain. Notre propre psychologie est la porte d'entrée la plus large et, soyons honnêtes, la moins bien gardée. C'est une vérité un peu dure à entendre, mais nous sommes le maillon faible de n'importe quel système de sécurité. Et ça, les cybercriminels l'ont très, très bien compris et ils en profitent tous les jours. Bon, commençons par le commencement. Avant même de parler de défense, il faut comprendre le terrain de jeu des attaquants. Et pour ça, il y a deux mots essentiels à connaître: menace et vulnérabilité. Alors c'est quoi la différence? La différence, elle est simple, mais elle est fondamentale. Imaginez, la menace, c'est le cambrioleur qui rôde autour de la maison. La vulnérabilité, c'est la fenêtre qu'on a oublié de fermer. Le cambrioleur peut rôder tant qu'il veut, s'il n'y a pas de fenêtre ouverte, il ne peut pas entrer. Les hackers, c'est pareil, ils cherchent juste les fenêtres que nous laissons ouvertes. Allez, on ouvre le premier chapitre de ce fameux manuel du hacker. Et surprise, la première arme n'est pas une ligne de code. Non, c'est une technique de manipulation psychologique. L'objectif, c'est simple. Ne pas essayer de forcer la porte du château, mais plutôt de convaincre quelqu'un à l'intérieur de nous l'ouvrir gentiment. Bienvenue dans le monde fascinant de l'ingénierie sociale. C'est l'art de pirater l'humain plutôt que la machine. Après tout, pourquoi passer des mois à essayer de craquer un mot de passe super complexe quand on peut tout simplement demander à la personne de nous le donner? C'est plus rapide, ça coûte moins cher et c'est d'une efficacité redoutable. Et pour nous manipuler, les attaquants s'appuient sur des déclencheurs psychologiques qui marchent sur tout le monde. L'un des plus puissants, c'est l'urgence. On a tous reçu cet email un peu angoissant. Alerte de sécurité, votre compte sera bloqué dans 1 heure si vous n'agissez pas maintenant. Cette pression, elle court-circuite notre pensée logique et nous pousse à cliquer sans réfléchir. Et c'est exactement ça, le but. Regardons d'un peu plus près ces techniques. Ce qui est dingue, c'est que chacune vise une émotion humaine bien précise. L'hameçonnage, le fameux phishing, ça joue sur un faux sentiment d'urgence. Le scareware, lui, nous fait paniquer avec de fausses alertes de virus. L'appâtage, de son côté, titille notre curiosité ou même notre cupidité avec la promesse d'un gain. Mais le but, au final, est toujours le même, provoquer une réaction émotionnelle pour nous faire baisser la garde. Ok, une fois que la porte est ouverte grâce à la manipulation, il est temps pour l'attaquant de passer à l'étape suivante. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de son arsenal, les logiciels malveillants, qu'on connaît mieux sous le nom de malwares. Pour faire simple, le malware, c'est l'arme numérique qui va être déployée une fois que la brèche humaine a été créée. C'est le petit bout de code qui va exécuter le plan de l'attaquant, mais cette fois de l'intérieur du système. Attention, tous les malwares ne sont pas créés égaux. Prenons les virus et les vers, par exemple. Un virus, c'est un peu comme un passager clandestin. Il a besoin de s'accrocher à un programme, à un fichier, pour voyager. Et surtout, il a besoin de nous pour l'activer, en cliquant sur ce fameux fichier. Un vers, lui, c'est tout autre chose. C'est un voyageur autonome. Une fois qu'il a infecté une machine sur un réseau, il n'a besoin de personne. Il se propage tout seul, de machine en machine. Et c'est ça qui le rend potentiellement bien plus dévastateur. Et puis, il y a le fameux cheval de Troie. L'idée est exactement la même que dans la légende. Il se déguise en quelque chose d'inoffensif, un jeu, un logiciel super utile, mais une fois qu'on l'a fait entrer dans notre système, hop, il ouvre une porte dérobée pour l'ennemi. Contrairement à un virus ou un ver, il ne cherche pas à se propager, non. Son seul et unique objectif, c'est de nous tromper pour qu'on lui ouvre les portes de la cité. Alors, concrètement, comment ça marche? Regardez ce processus. L'attaquant envoie un cheval de Troie, souvent un RAT, un outil d'administration à distance. L'utilisateur, pensant que c'est un fichier légitime, l'exécute. Ça, c'est l'étape 2. Et là, immédiatement, le malware installe une backdoor, une porte dérobée secrète. L'attaquant a maintenant un accès caché et persistant. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux, au point numéro 5. Même si la faille de sécurité de départ est corrigée, cette porte dérobée, elle, reste ouverte. Et l'attaquant peut revenir quand il veut. Bon, l'attaquant est maintenant à l'intérieur. Ses outils sont en place. La phase finale de son plan peut commencer. L'attaque elle-même. Maintenant, l'objectif n'est plus la discrétion, mais l'impact. Il s'agit de perturber, de détruire ou de voler.
L'objectif ultime, c'est rarement de cibler une seule personne. Il s'agit de paralyser des organisations entières. On parle de vol de millions de numéros de cartes de crédit, de secrets industriels, ou tout simplement de semer le chaos en rendant un service essentiel complètement indisponible. L'attaque par déni de service distribué, ou DDoS, c'est une vraie démonstration de force brute. Imaginez un embouteillage monstre créé intentionnellement. Voilà comment ça se passe, en 3 étapes. D'abord, le hacker crée une armée d'ordinateurs zombies en les infectant discrètement. Ensuite, ce réseau qu'on appelle un botnet s'agrandit en infectant d'autres machines. Et enfin, étape 3, le hacker donne l'ordre et toute l'armée envoie des requêtes en même temps vers une seule cible. Le serveur est submergé, le trafic normal ne peut plus passer et le service est hors ligne. C'est aussi simple et brutal que ça. D'accord, je vous l'accorde, le manuel de l'attaquant peut sembler un peu intimidant. Mais la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que chaque tactique a une contre-mesure. En comprenant leur jeu, on peut construire notre propre bouclier des défenses. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. La connaissance est la première et la plus importante des lignes de défense. Aucun antivirus, aucun pare-feu ne remplacera jamais la capacité à reconnaître une menace. Comprendre comment les attaquants pensent, c'est déjà avoir gagné la moitié de la bataille. Alors concrètement, comment on se protège? Voici quelques règles d'or. Chaque point que l'on voit ici est une réponse directe aux menaces qu'on vient de décrire. Ne pas céder à la pression, le point 4, c'est le bouclier anti-ingénierie sociale. Maintenir les logiciels à jour, le point 5, c'est fermer les fenêtres que les vers et les virus adorent. Ces gestes peuvent sembler tout bêtes, mais ils sont absolument fondamentaux. Et finalement, tout nous ramène au point de départ. En fin de compte, la cybersécurité, ce n'est pas vraiment une question de technologie, mais de comportement. C'est notre vigilance, notre capacité à nous poser des questions et nos connaissances qui forment le bouclier le plus efficace. La vraie question n'est pas de savoir si nos ordinateurs sont sécurisés, mais si nous, en tant qu'utilisateurs, nous le sommes.